Bonjour à tous. Avant de commencer, important, parce que c'est, à mon sens, le moment, une très bonne année 2024, en espérant qu'elle soit pleine de bonheur et de réussite pour chacun d'entre vous et à tous ceux qui prennent plaisir ou qui vont peut-être prendre plaisir à nous écouter pendant quelques minutes. Je suis ravi de vous accueillir, bien évidemment, dans mon bureau pour cette série de podcasts dont on a fait le choix de l'intituler « 3 questions à mon directeur général ». On a voulu le faire un peu intimiste, un peu sous le format de En aparté. Je ne sais pas si certains connaissent l'émission sur Canal+. On ne nous voit pas, mais on nous écoute. On trouvait que c'était plutôt sympathique. C'est évidemment pour moi une occasion supplémentaire de répondre à vos interrogations, de mieux vous connaître et surtout de partager ma vision et mes objectifs pour ce qui est notre établissement, qui n'est pas mon établissement, qui est surtout le nôtre. Et le nôtre est important à mes yeux. Je ne cesse de le répéter et je le répéterai autant de fois que nécessaire. Je crois que c'est le moment de vous passer la parole. Alors, je crois qu'on commence par vous, Farida. Merci, monsieur le directeur. Donc, ma question est une question collective, puisque j'ai sollicité mes collègues de la direction des achats. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en arrivant au centre hospitalier d'Argenteuil ? Le côté très bienveillant de l'ensemble des équipes. Le fait d'arriver dans un établissement avec énormément de projets, avec une bienveillance dans l'accueil, je vais vous dire quelque chose de très rigolo. On m'a jamais autant dit, monsieur le directeur, que depuis que je suis arrivé à l'hôpital d'Argenteuil. Alors, je suis pas forcément très attentif, vous savez, moi, à ces aspects-là, mais ça me marque. Ça montre le profond respect que les équipes ont de l'équipe de direction, de l'institution. Et j'ai été particulièrement touché par toutes ces marques de bienveillance. Chaque fois que je rencontre des équipes, ils ont toujours le sourire, ils sont contents de me rencontrer. On a souvent des échanges libres et ça permet de trouver des moments où on peut partager parfois des désaccords, parce que la réalité de notre exercice, c'est que on peut pas toujours être d'accord. Vous savez, c'est un peu comme dans une famille. Il faut accepter de temps en temps ne pas avoir forcément le même point de vue. Mais le plus important, c'est de se le dire sereinement et puis d'essayer ensemble de converger vers un point de vue commun, parce que on est tous au quotidien amenés à avoir un rôle à jouer dans ce qui est la défense de l'intérêt de cet hôpital et qu'il mérite, à mon sens, bien. Merci, monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur, d'abord je vous remercie d'avoir imaginé ces échanges qui sont très intéressants, je trouve, c'est très bien. Alors moi je suis Michel Denis, je suis le chef de service du service douleurs soins palliatifs. Ma question, je vais l'introduire à ma question par le fait que elle concerne la loi. Vous savez que la loi sur la fin de vie va évoluer, offrant aux patients qui sont porteurs de pathologies incurables, patients adultes, hors soins, hors psychiatrie, la possibilité d'avoir recours à un suicide assisté ou à une euthanasie, avec cette fois un pronostic vital qui sera engagé à moyen terme, c'est-à-dire soit 6 à 12 mois, et pas forcément porteur d'un symptôme réfractaire. Ce nouvel espace va confronter les soignants, les médecins, à une pratique qui jusqu'à maintenant ne s'est jamais exercée. Je pense que ça va concerner beaucoup de services dans l'hôpital, pas uniquement les soins palliatifs, et peut-être d'ailleurs les soins palliatifs un peu moins que les autres services tels que l'oncologie, l'hématologie, la pneumologie, la cardiologie pour les insuffisances d'organes, la gériatrie, etc. Je pense, de mon point de vue, qu'il est nécessaire que nous nous préparions à cette loi qui va arriver, qu'on s'y prépare d'un point de vue collectif. Hein. Bien évidemment, le comité de lutte contre la douleur, le comité d'éthique auront un rôle à jouer. Alors ma première question, il y a des questions. Ma première question, elle est simple. Est-ce que vous partagez cet avis du fait qu'il est nécessaire qu'on se prépare avant la promulgation de la loi, qui aura peut-être lieu dans 18 mois à peu près, hein, c'est ce que j'entends dire. Et puis la deuxième question, elle est quelle forme
cette anticipation, selon vous, pourrait-elle prendre? C'est un sujet alors qui est à la fois clivant et en même temps important pour notre société. Alors, pour vous livrer une partie de moi, parce que c'est aussi l'occasion, ces podcasts, de parler de ce que je suis et pas que ce que vous voyez à travers mon profil LinkedIn, parce que je sais que c'est souvent un profil qui est très souvent visité. En tout cas, mon profil LinkedIn vous donnera l'information que j'ai exercé pendant 5 ans au centre hospitalier universitaire de Reims. Et je ne vous cache pas que j'ai été confronté en tant que, alors non pas chef d'établissement, mais j'étais à l'époque directeur des finances, à cette situation avec l'état de santé de Vincent Lambert, où on était confronté à la problématique suivante, c'est-à-dire que sa famille très proche, en l'occurrence son épouse, souhaitait une fin de vie, et que sa famille moins tout aussi proche, mais du coup, donc c'était ses parents, et de tête, je crois que c'était son frère, ne le souhaitait pas. Et on s'est retrouvés, nous, en tant que directeur d'hôpitaux, à devoir gérer cette problématique avec un emballement médiatique, ministériel, juridique sur le sujet. Donc je suis assez sensibilisé de par mon parcours. Alors, et pour rien vous cacher non plus, j'ai aussi fait un mémoire sur la loi Neonetti au cours de mes études. Donc j'ai été là encore sensibilisé à ce sujet. Alors pour répondre à la question qui en réalité est composée de 2 sous-questions, sur la première question, est-ce qu'il faut s'y préparer ? Je fais partie des gens qui pensent que dans la vie, il est préférable d'agir plutôt que de subir. Il n'y a rien de pire que de subir, parce que lorsqu'on subit, en général, on se prive d'un élément de liberté. Et quand on se prive d'un élément de liberté, très souvent, on se retrouve en difficulté. Donc pour répondre à votre première sous-question, je pense qu'il faut qu'on se prépare et qu'on anticipe avec une difficulté, c'est on ne connaîtra pas 18 mois en avance les contours précis de la loi. Puisque vous savez que la loi, ça obéit quand même. Et surtout, à une représentativité nationale, c'est-à-dire qu'à un vote de nos assemblées, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, et que parfois il y a des jeux entre l'Assemblée nationale et le Sénat, entre les groupes parlementaires, qui induisent une évolution, alors parfois à la marge et parfois de manière un peu structurelle sur la loi. Et si on anticipe un processus alors que finalement la réalité est un peu différente, on sera probablement un peu perturbé lorsqu'il faudra se réadapter à la réalité de la loi. En tout état de cause, à défaut d'organiser les choses en amont, je pense qu'on peut déjà réfléchir à quel type, et là c'est pour répondre à votre deuxième question, enfin deuxième sous-question pour être plus précis, à quel type d'accompagnement nos soignants auraient besoin pour s'adapter à cette évolution législative qui manifestement va voir le jour. Je m'explique. Un soignant, dans sa structure, dans son essence même, il est formé, il s'est investi dans cette voie, qui est parfois un sacerdoce, hein, il faut quand même qu'on l'ait en tête, non pas pour mettre fin à la vie, mais pour la maintenir. Et évidemment, lorsque il y a une loi qui, non pas met fin à la vie, mais met fin à des souffrances plus qu'à la vie, qui manifestement va un peu à contre-courant de la manière dont nos professionnels ont été formés, on change de paradigme. Et en changeant de paradigme, inévitablement, il faut un accompagnement. Donc je pense qu'avant même de réfléchir à comment on va organiser les choses d'un point de vue pratique, parce que je pense que ce serait peut-être mettre la charrue avant les bœufs, pour prendre une expression qu'on entend souvent, il faut qu'on réfléchisse à comment accompagner nos soignants dans cette évolution de paradigme, pour faire en sorte que dans 18 mois, dans 24 mois, dans 3 ans, quand la loi sortira, la question philosophique, la question éthique soit clarifiée dans leur esprit. Parce que sinon, je crains que toute réflexion organisationnelle que nous pourrons conduire se heurtera à un problème philosophique et éthique. Donc, pour répondre de manière peut-être synthétique aux questions posées, oui, il faut se préparer, mais j'envisage plutôt, après, vous connaissez ou pas, mais je vous le dis, ma manière de fonctionner, c'est que je ne considère pas que j'ai la parole, le monopole de la réflexion. Donc je suis plutôt dans une dynamique très souvent collective pour essayer de faire en sorte que la décision soit partagée par tous.
Mais la parole que je porterai sera plutôt une parole visant à orienter notre réflexion sur comment préparer d'un point de vue éthique et philosophique nos soignants à une évolution de paradigme. Parce que c'est quand même une réalité quotidienne qui se règle dans le cadre réglementaire, mais qui peut parfois, et les experts de la HAS nous l'ont bien souligné, poser des problématiques éthiques. Et c'est des sujets qu'il faut débattre avec, je pense, une philosophie qui est ne s'interdire aucun élément de réflexion. C'est-à-dire ne pas se fermer des portes parce qu'on n'ose pas. Je pense qu'il faudra libérer la parole de nos équipes et faire en sorte que nos équipes puissent s'exprimer très largement, y compris parfois en choquant par certains propos, mais au moins que ces propos puissent être tenus pour qu'on amène les équipes à s'adapter à ce que le cadre législatif nous donnera de faire, parce que mon travail à moi, c'est pas de réinventer la loi. Je suis pas élu, hein, je suis désigné par une administration, et mon travail est de faire respecter la réglementation. C'est un peu la base du métier de directeur d'hôpital. Alors on l'oublie parfois parce que on est un peu au four au moulin et puis on fait preuve de beaucoup d'inventivité, mais notre travail premier, c'est quand même d'appliquer la loi. J'espère que j'ai été clair dans les réponses. Tout à fait. Et vous n'êtes pas frustré par ma réponse? Pas du tout. Pas du Bon. tout. Non, mais c'est un partage. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais, merci avant tout, monsieur le directeur, de m'avoir invité. Donc, je suis Bruno Le Faller, je suis cardiogéniste à l'équipe prévention du risque infectieux. Alors moi, j'ai changé un peu de sujet, on va aller plutôt sur le sujet sportif. Je crois qu'on a un point commun. C'est, j'ai cru comprendre que vous aviez un film que vous aimiez beaucoup, qui s'appelle Invictus, qui veut dire invincible, voire non vaincu. Et quelles sont les valeurs auxquelles on peut se rattacher vis-à-vis de ce film, qui sont transposables au niveau de l'hôpital, car aujourd'hui on entend souvent le collectif est un peu perdu, on a eu une espèce de stratification de l'hôpital avec les pôles qui ont été créés, c'est les messages qu'on entend. Donc je voudrais avoir votre avis sur justement pourquoi d'abord ce film est un de vos préférés, je pense que vous en avez d'autres, et transposition au niveau du collectif, car je sais que c'est un message qui est fort pour vous au niveau de l'hôpital. C'est vrai que j'apprécie particulièrement ce film. Alors, je suis plutôt fan de football et pas forcément de rugby, mais le film parle de rugby et pas de football. Non, je trouve que Nelson Mandela est un homme d'État remarquable. Remarquable parce que il faut quand même se rappeler le contexte de la Coupe du Monde de rugby de 1993. Il faut quand même se rappeler que en Afrique du Sud, à l'époque, né de couleur noire était un problème, ou en tout cas ne permettait pas d'avoir les mêmes droits que de naître de couleur blanche. Se rappeler qu'il a quand même passé 27 ans en prison. Alors, évidemment, c'est pas, la durée est importante, mais c'est l'origine du pourquoi il est en prison. Et qu'à sa sortie de prison, là où beaucoup auraient pu, voir naître un sentiment de haine vis-à-vis de ceux qui l'avaient opprimé, son message est un message... alors évidemment, c'est romancé par le film, hein, on n'est pas naïf... Mais en tout cas, le message général, c'est que lui, ce qu'il veut créer, c'est une union entre les gens de son peuple. Et c'est très important parce que ma conviction profonde, qui est liée à mon expérience personnelle et notamment au sport que j'ai pratiqué, hein, inévitablement, c'est que vous ne pouvez rien construire lorsque vous voulez construire une aventure humaine sans un projet en commun. C'est-à-dire que si, ensemble, on ne veut pas construire quelque chose avec le même objectif, alors il ne se passe rien. Vous voyez, le bon exemple, c'est la certification de la HAS. Lorsque je suis arrivé, on m'a dit ça va être difficile, on est loin du compte, c'est pas faute d'avoir fait des efforts, d'avoir essayé, mais on a la sensation de ne pas être prêt, ou en tout cas qu'on n'allons pas être prêt le jour J. La réalité, c'est qu'on a été prêt le jour J. Et pourquoi on a été prêt ? C'est parce qu'à un moment donné, on s'est tous mis derrière un seul objectif. Toute notre énergie a été derrière cet objectif. Et le résultat, c'est qu'on a montré une très belle image de notre hôpital pendant une semaine. Et je vais vous donner un exemple. J'ai été particulièrement touché par le monde qu'il y avait à la restitution.
ça montrait et l'émotion qu'il pouvait y avoir des gens, d'entendre les résultats qui nous ont été donnés. J'ai trouvé ça touchant parce que ça montre ce que peut produire une aventure humaine lorsqu'elle est tournée vers un objectif commun. Donc la première des choses sur ce film, c'est qu'effectivement, c'est pour moi le bon exemple de la capacité d'un homme d'État, donc de celui qui doit donner le sens aux choses, à créer, non pas à faire, parce que la réalité, dans le film, Nelson Mandela ne fait rien, mais par contre, il ne produit rien en tant que tel, mais par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il crée les conditions d'un environnement qui permet aux gens, justement, d'avoir cette dynamique collective. Et je trouve que, pour ça, ce film, il incarne quelque chose d'important. Et alors, je ne sais pas si vous avez lu le poème Invictus, ouais. Et notamment si vous avez lu la fin du poème d'Invictus. Et sur la fin, il y a une phrase qui m'a marqué, qui est dit qu'il restera toujours le maître de son âme. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce que j'essaye de faire valoir dans mon exercice quotidien. C'est que, et ça répondait un petit peu à la question du docteur Denis, c'est que subir devient un problème. Agir, c'est être libre. Être libre, c'est aussi avoir des conséquences. C'est-à-dire qu'il faut assumer de temps en temps avoir des conséquences négatives à cette liberté, mais être libre, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. J'ai un petit côté rebelle. Alors rebelle avec des limites, parce que j'exerce dans un cadre, mais vous pourrez toujours compter sur moi pour défendre la liberté, l'autonomie de notre établissement à l'égard de l'extérieur, pour défendre cet établissement autant que je peux défendre ma famille. C'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, je suis le directeur de cet hôpital, mais je suis quelque part le directeur d'une grande famille, plus que d'un hôpital, parce que, comme je vous l'ai dit, l'hôpital, c'est des murs. Mais pour moi, les murs, ça veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est les gens qui y travaillent. J'essaye depuis maintenant 7 mois, si je ne me trompe pas en calcul, d'impulser ça dans tous les échanges que je peux avoir avec les équipes. Lorsque je vais dans les services, le plus important, et Christophe et Nardine, on est en face tous les trois sur ça, c'est pas moi en réalité. Moi, je suis l'excuse pour faire des photos, et non pas des photos de moi, même si, puisque je suis le directeur général, je dois incarner une institution, donc on doit me voir. Mais le plus important, c'est de voir les équipes, de voir les visages que constitue en fait l'hôpital, de les mettre en valeur et de mettre en valeur les projets. Invictus, c'est ça. C'est-à-dire que quand Nelson Mandela décide de convoquer le capitaine de l'équipe sud-africaine pour un rendez-vous et lui faire passer le message que c'est important qu'il gagne pour la nation, et que c'est le capitaine qui est mis en valeur, alors qu'au fond, sa famille ne comprend pas bien pourquoi il va aller voir un président de couleur noire. Inévitablement, c'est aussi les conditions pour réussir ce projet collectif. Et dans cette dynamique, la manière dont moi j'envisage mon métier, c'est vraiment de mettre en valeur le travail des gens. Le mien importe peu. Vous savez, la lumière, inévitablement, je l'ai parce que je suis le directeur général de cet hôpital. Mais c'est pour moi pas le plus important. Le plus important, c'est lorsque, à l'issue de la semaine de certification, je vois le sourire des gens et ils se disent « Ah, on a bien travaillé ». Et on est fiers de ce qu'on a fait. Le plus important, c'est lorsque je vois qu'il y a 1500 personnes qui viennent à la fête du personnel. Et je me dis, voilà, on a les conditions qui permettent une identification de nos équipes à notre hôpital, et c'est le gage, à mon avis, à l'avenir de l'attractivité pour notre hôpital, et surtout l'avenir de notre hôpital. Et après, forcément, moi j'ai des enfants de couleur métissée, donc inévitablement ces sujets-là de couleur de peau, ça c'est la petite parenthèse plus personnelle, m'impactent inévitablement lorsque je regarde ce type de film. Et j'invite pour ceux que ça intéresserait non seulement à regarder le film, et vous verrez que dans le film, à un moment donné, il y a une scène qui, pour moi, est une scène... c'est une leçon de management dans les interactions aux autres. Donc Nelson Mandela, lorsqu'il est élu, il a un service de sécurité composé que de gens de couleur noire. Sauf que la réalité, c'est que le service de sécurité du président de la République sud-africaine, ce sont que des gens de couleur blanche. Et ce qu'impose Nelson Mandela, c'est à son équipe rapprochée de sécurité, il impose de travailler avec l'ancienne équipe. Évidemment, je vous passe les détails de friction
qu'il pouvait y avoir entre les deux équipes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, dans le film, c'est romancé probablement, mais je pense qu'il doit y avoir une part de vérité. Et Nelson Mandela avait pour caractéristique de se lever tous les matins à 4 heures du matin pour aller marcher. Sauf que comme il était le président de la République sud-africaine, évidemment, il ne pouvait pas aller marcher tout seul dans les rues de l'Afrique du Sud parce que de peur d'avoir un attentat ou d'avoir des problèmes. Et donc il était toujours accompagné par son service de sécurité, donc évidemment composé comme je vous l'ai indiqué. Et à un moment donné dans le film, on voit Nelson Mandela tous les matins demander des nouvelles de la famille d'un des agents de sécurité de couleur blanche. Et à un moment donné, cette personne-là discute avec l'une des personnes de la sécurité de couleur noire. Et elle lui dit, c'est la première fois en 30 ans, alors que ça fait 30 ans qu'il est membre du service sécurité du président de la République sud-africaine. C'est la première fois qu'un président demande des nouvelles tous les matins de ma famille. Et alors vous voyez, je pense qu'il avait plein de problèmes à penser, mais sa première pensée matinale, c'est de s'inquiéter de ses collaborateurs. J'en ai toujours retenu cette leçon d'être très attentif aux gens qui m'entourent dans mon exercice professionnel. Et c'est pour ça que je prends toujours soin parce que c'est mon éducation, mais c'est, je pense, un de mes traits de caractère dans mon management, de toujours dire bonjour, d'essayer autant que possible de toujours avoir le sourire et d'être toujours de bonne humeur. Parce que je pense que ça fait aussi partie des éléments qui créent un contexte favorable. Donc voilà pourquoi ce film et pourquoi autant de respect pour l'homme d'État. Alors évidemment, certains regarderont tout ce qu'il a fait de mal, parce qu'il n'a pas que fait quelque chose de bien, Nelson Mandela. Mais néanmoins, en tout cas sur ces aspects-là, je trouve que c'est quelque chose de très, très valorisant pour le manager que je suis et de s'en inspirer au quotidien. Merci, monsieur le directeur. Merci. Merci à vous pour le temps que, non pas que je vous ai accordé, mais vous m'avez accordé. C'est plutôt dans ce sens-là. Je sais que vous étiez peut-être un peu stressé par l'exercice, parce que c'était dans le bureau du directeur général. Donc, comme ça, vous voyez un peu le bureau. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui écoutent, c'est un bureau épuré, c'est pas un bureau luxueux. Je préfère quand même le préciser à l'ensemble des équipes. Vous dire que on espère tous les 4, puisque c'est un exercice qu'on a fait à 4, et avec l'aide de Christophe et évidemment aussi de Nardine, que c'est un épisode qui vous plaira, qu'elle vous permettra éventuellement de nourrir votre réflexion au quotidien sur votre pratique professionnelle, et qu'il en appellera d'autres, parce que l'objectif qu'on se donne, c'est d'essayer d'en faire tous les mois ou tous les 2 mois en fonction du succès ou du non-succès du profil. Et je voulais vous dire que je trouvais le podcast intéressant dans son format, parce que finalement, c'est peut-être plus naturel, moins formel. Et je tenais quand même aussi à dire à ceux qui nous écouteront que je n'avais pas les questions en amont. Elles n'étaient pas préparées. C'est vraiment du tout naturel, comme on dit. Et j'ai essayé d'être le plus sincère possible dans les réponses que j'ai pu apporter. Merci à tous et très belle journée. Merci.